Merci beaucoup, Jérémy. Je tiens quand même à faire remarquer à quel point nos orateurs sont respectueux du temps. C'est un bonheur d'être votre discutante, les amis. Alors, prochaine intervention, celle de Damien Messager, qui va faire 2-3 branchements pour pouvoir nous montrer un PowerPoint. Nous qui, chez les psychologues, sommes tout de même un petit peu allergiques parfois à ce genre de technologie, nous y voilà confrontés. Petite pause. Je m'attendais justement à ce que tout le monde je vais commencer par une invitation, une petite invitation à penser les choses différemment, juste pendant 20 minutes, c'est ça, hein? Enfin, j'essaie là un peu. Yes, monsieur. On va essayer de penser, alors moi je vais intervenir sur la notion du cinéma et des séries télé. Donc j'aimerais que pendant 20 minutes vous imaginiez que le cinéma, les séries télé et toutes les choses qui peuvent s'y rapporter soit un appareil de création, un appareil à rêver de votre appareil psychique. Pas dissocié, mais faisant partie d'un tout. Par exemple, Anzieux parlait du moi-peau et invité à sortir de la conception de la psyché pour aller vers une psyché du contenant. Eh bien moi, je vous encourage à aller encore plus loin et de se rapprocher un petit peu, quelque part, de ce que expliquait M. Cascarino tout à l'heure avec les êtres augmentés. Pourquoi ne pas penser cet appareil à rêve faisant partie de nous? Alors, le cinéma et la psychanalyse sont sœurs jumelles. Elles sont sœurs jumelles parce qu'en fait, elles sont nées de la même année. On y reviendra tout à l'heure. Et vous allez voir comment la psychanalyse surgit parfois de manière inattendue dans l'histoire du cinéma. Alors pour commencer, qui a inventé le cinéma? Si vous faites quelques recherches, vous trouverez Edison. Edison, ça, c'est du lourd. C'est un entrepreneur, il est prêt à vous casser, à vous écraser pour pouvoir placer son terrain. C'est également un inventeur, mais c'est surtout un entrepreneur. Face à lui, on a les frères Lumière. C'est à peu près les deux théories qui s'opposent, enfin les deux théories, et les deux histoires qui s'opposent. Une partie des gens disent que l'invention du cinéma est française, l'autre partie disent qu'elle est américaine. Alors, les frères Lumière, eux, ne revendiquent pas du tout cette paternité, mais ça n'empêche pas d'avoir des véritables fans qui disent que le cinéma est une invention française. On rajoute quand même un petit point d'histoire. C'est-à-dire que les frères Lumière se sont inspirés d'Edison, mais ont bénéficié également d'une rencontre tout à fait inattendue d'un personnage qui s'appelle Reynaud, et qui a été le premier à utiliser un écran géant et à regrouper les personnes. Il faut ajouter au cinéma français un personnage qui me semble aussi indispensable, qui est Méliès. Méliès, lui, il intervient justement sur le domaine de la narration. C'est lui qui va finalement, avant que le langage, avant que le cinéma soit parlant, va réussir à faire parler les images, à raconter des histoires, à faire ressentir des émotions. Alors, soyons bons joueurs. En parlant du cinéma d'Edison, est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà eu l'idée de ce que c'est le cinéma qui est défendu finalement par la théorie inventée par Edison? Eh bien, il s'appelle le kinétoscope. Voilà. Ça, c'est le cinéma selon les États-Unis. C'est-à-dire une salle où on paye son droit d'entrée et on a des petites machines comme ça où on glisse son œil dans une sorte de microscope pour voir une image bouger. Et face à lui, alors ce qui est intéressant, c'est que Edison, je vous ai dit, c'est un entrepreneur, il a protégé avec énormément de brevets ses inventions, mais il les a protégées d'une façon très curieuse et presque étrange. Il n'a pas protégé le brevet en tant que tel, ni le procédé, il a breveté la perforation de la pellicule. Alors forcément, pour les psychanalystes acharnés, faire des trous dans la pellicule, ça n'échappe pas. Et c'est sur ce point-là, justement, que les frères Lumière vont changer leur technique, ils vont changer les techniques de perforation. Toute cette histoire est une histoire de perforation au départ. Méliès a fait l'erreur d'utiliser les mêmes perforations qu'Edison. C'est pour ça qu'il s'est fait casser par Edison. Il a perdu toute sa richesse et il a même été réduit à ce qu'on pourrait appeler à du servage, puisqu'il a dû être finalement
dû bosser pendant quelques années pour Edison pour pouvoir réussir à enlever toutes les dettes liées à non-autorisation d'utilisation des brevets. Pour continuer, allons plus loin sur le kinétoscope, sur la mécanique du kinétoscope. Comment est-ce qu'il fonctionne ce kinétoscope? Eh bien, c'est une contrainte de répétition, si ça en parle à chacun. C'est-à-dire que pendant 18 secondes, vous voyez la même image sans répéter éternellement. Là où les frères Lumière et Méliès vont justement apporter des choses différentes, c'est dans cette dimension du temps et dans le fait de stopper la répétition. Cette question du temps, elle est extrêmement importante parce que, on le voit, le cinéma ne va jamais cesser finalement d'agrandir ses bobines jusqu'à voir apparaître les séries. Les séries télé, qui finalement sont, tant qu'on souhaite produire une suite, on peut la produire. Du point de vue de la psychologie de la narration, c'est extrêmement important puisque nécessairement, en 5 secondes ou en 18 secondes de kinétoscope, on ne peut pas rentrer dans la profondeur d'un personnage qu'on va suivre sur plusieurs saisons, plusieurs années. Le deuxième point extrêmement important du point de vue de la psychologie du cinéma, c'est Edison s'est planté. Et c'est les Lumières qui ont gagné. Mais pourquoi? Quel est le point fatidique qui a fait qu'Edison se soit planté, qu'il ait abandonné le kinétoscope et que le cinématographe des Lumières ont gagné? Eh bien précisément l'élément de la psyché groupale. Le cinématographe des Français réunit finalement un groupe de personnes devant un écran. Tandis que le kinétoscope est uniquement une expérience individuelle. Donc sur ce point, on a finalement du côté d'Edison un échec de la psyché individuelle face à la réussite de la psyché groupale, bien sûr, je vais un peu loin, mais face à une réussite de la psyché groupale des Lumières. Alors, reprenons un petit peu les dates et voyons voir comment ça se passe au niveau de la naissance de la psychanalyse et de la naissance du cinéma. Frise chronologique, très rapidement, les frères Lumière réalisent leur première réalisation en 1895, première projection. À cette même époque, c'est précisément le premier texte de Freuer et Breuer sur l'étude de l'hystérie. À ce moment-là, le mot psychanalyse n'existe même pas. Un an après, en 1896, Georges Méliès est déjà passé à l'arrêt caméra et fait différentes expérimentations sur le cinéma. Et en psychoanalyse, on a l'apparition du mot Freud dans une publication française. Ce n'est pas une publication allemande qui a l'antériorité du mot psychoanalyse. Par la suite, en 1900, c'est là précisément où il y a une publication de l'Interprétation des rêves. Et c'est avec finalement cet ouvrage qui va être un succès littéraire, qui va finalement passer différentes frontières, d'abord par la Suisse, puis ensuite un soutien des différents pays d'Europe. C'est au ce même moment que le mot télévision apparaît à l'exposition universelle. On passe quelques années pour aller dans les années 1920, des années 20 à 27. Là, la télévision connaît véritablement son essor avec l'animation des images. Et c'est ici qu'on a les publications, je dirais, vraiment classiques de la psychanalyse. Je saute les années 50-70 avec Lacan, vous me pardonnerez. Non, même pas. Et on arrive aujourd'hui en 1990-2017. Ici, je mets un point d'orgue à dire que la psychanalyse doit se réinventer. On ne fait plus place à un monde qui, tel que l'a connu Freud dans les années 1900. 100 ans se sont passés. Et comme le dit Foucault, la psychologie, ou la psychanalyse, c'est toujours dépendant d'une société, un lieu donné à une époque donnée. Et il me paraît important aujourd'hui justement d'encourager mes collègues, et aussi les prochains chercheurs qui sont certainement ici, à ne pas avoir peur de réinventer les choses, de les pousser, de les critiquer. Si vous avez une idée, ou ne dites pas une théorie, par exemple, d'une personne qui a vécu il y a 100 ans, si vous la sentez fausse en vous. Et de même, n'hésitez pas à aller chercher des idées lumineuses qu'on aurait pu rater à une lecture au détour d'une personne ayant vécu il y a longtemps. Donc ça, c'est un point qui me semble très important, d'autant plus que Internet représente une véritable révolution des usages, on l'a vu. C'est, comme l'a dit Olivier Duris
il y a une pénétration de tout ce qui était du domaine du cinéma dans la famille avec la télévision. C'est-à-dire qu'on passe d'un groupe finalement beaucoup plus restreint et beaucoup plus fort au niveau des liens. Et c'est une... il me reste combien de temps là ? 10 minutes. 10 minutes, c'est parfait, je suis bon. Et il y a la difficulté en fait de réinventer la psychanalyse, c'est qu'elle est partout aujourd'hui. Ça serait beaucoup plus facile de pouvoir la réinventer si elle n'était pas partout. Mais on la voit absolument partout. Dans n'importe quel film, il est possible de pouvoir ressortir des théories psychanalytiques. Et très très tôt, elle apparaît très tôt également dans le cinéma. Par exemple, avec Maya Deren, c'est une personne qui a travaillé la découpe du film, la construction du film à travers les schémas psychanalytiques de Freud. On n'est plus du tout dans un système narratif, on est dans un registre qui va être un registre de symbolique. C'est un travail extrêmement intéressant où elle va jouer finalement sur un voyage onirique, sur un voyage de l'inconscient. Pour citer finalement ce qui submerge le cinéma au niveau de ce qu'on peut trouver au niveau de la psychanalyse, on va trouver par exemple Hitchcock, qui pour moi est l'un des plus représentants sur les films, qui peuvent finalement parler de la psychanalyse, c'est-à-dire, je pense notamment à l'un de ses films où un de ses protagonistes se joue Freud, à tel point que la femme qui vit avec lui dit « mais tu prends pour Freud ?» Et ce personnage d'Hitchcock est assez intéressant parce que je remarquais il y a quelques jours qu'il répondait parfaitement à tous les critères d'Irigoyen pour le décrire en pervers narcissique. Or, dans le film d'Hitchcock, c'est un bienfaiteur. Dans la scène qu'on va voir juste après là, juste avant la scène que vous allez voir, il propose à sa femme d'abord du cognac pour la saouler, et la faire dormir. Ensuite, 2 secondes après, il la reproche de prendre des somnifères et de vouloir se suicider. Après, il lui fait un réquisitoire, il va savoir tous les livres qu'elle lit. Après, il veut l'obliger à lire les livres que lui veut. Un vrai cauchemar. Et ensuite, on passe à cette scène. Il s'agit bien sûr du film Pas de printemps pour Marie. Décidément, tu meurs d'envie de jouer au médecin. D'accord, j'ai vu des masses de films là-dessus. Je connais le jeu. Eh bien, commençons. On s'occupe d'abord des rêves ou on fait de la libre association? Ah, docteur, des petits rapports d'idées ne vous déplairaient pas, j'en suis sûre. Alors maintenant, donne-moi un mot et je te donnerai une association, quelque chose du genre aiguille et faible. Quand l'homme se marie, les ennuis commencent. Tu es prêt? Ah, voyons, je croyais que tu voulais jouer au docteur, alors jouons-y. Oh. Ben, ça va, sens de la pureté, me purifier. Et ces larmes laveront tes péchés et elles t'apporteront une vie nouvelle. Les baptistes. Ma mère le dimanche m'emmenait 2 fois à vie. Tenez, je ne me contracte pas du tout, n'est-ce pas? Vous me défoulez merveilleusement, docteur. Je serai debout sur mes pauvres petites jambes paralysées à notre prochaine séance. Continue, docteur. Ah. Regarde, cela s'applique à toi. Regarde, on parle, c'est un écart, mais on s'en parle, on veut s'en parler. Sexe. Masculin, féminin. Adam et Ève, Jack et Gilles, je gifle ta sale petite gueule si tu m'approches encore, Jack. Oh. On voit l'hystérie qui sort. Donc tout ça est bien sûr archétype. Tout ça est archétype. Un deuxième grand maître qui utilise beaucoup la psychanalyse dans son film, et il y a tort, il s'agit bien sûr de Woody Allen. Alors Woody Allen, la scène la plus croustillante, et là on va justement se rapprocher de la deuxième thématique de notre exposé, c'est-à-dire quid de la psychanalyse dans le cinéma. Comment une analyse freudienne peut être filmée au niveau du cinéma. Bon, les personnages, les héros de Woody Allen ont tous en commun d'être un héros névrosé, ayant beaucoup de conflits psychiques et la plupart du temps subissant les événements qui sont autour de lui. Cette scène-là est absolument magistrale, elle reste une anthologie, c'est dans Harry dans tous ses états. Espèce de salopard. C'est sa femme qui est psy.
découvre. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va? Tu veux savoir? Attends, qu'est-ce qui va pas? Tu vas me dire que tu t'es pas envoyé en l'air avec une de mes patientes, hein? Voilà. Fais pas semblant de pas savoir de quoi je parle. Tu sais parfaitement de quoi je parle. Ne parle pas. Je viens juste de lui parler. Qui? Madame Pollack. Oh. Émile Pollack. Je peux Tu t'expliquer. connais Émile Pollack? Non, tu peux rien m'expliquer du tout ça, toi les Tu connards. veux bien te calmer? Ne me dis pas de me calmer. Qu'est-ce qu'il Non, parce que c'est qui me prend. Alors imaginez, Cette femme. vous êtes en analyse avec cette femme. Votre rendez-vous est dans 5 minutes. Suppose que je te dise que tu... Vous montez l'escalier, vous entendez un peu de bruit. Il y a un couple qui se dispute, avec toi. vous êtes un peu en retard, vous vous dépêchez. Tu es folle. Peut-être que certains ont vécu ça dans leur cabinet. La première femme, écoute, je t'ai raconté que j'étais avec elle au lit une nuit et j'en ai plus envie parce que à la lueur de la lampe, tout à coup, on aurait dit Max Schmeling. C'est ce que je te dis. C'est pas qu'elle n'était pas une fille, mais on aurait dit Max Schmeling. Comment fais-tu que je C'est du bidon, tout ça, c'est du bidon. C'est pas du tout la même histoire. T'as plus. C'est comme ça depuis qu'il est venu au monde. C'est toi qui maintenant on vient frère et sœur, platoniquement. Tu vas pas me mettre à jouer les victimes maintenant. Qu'est-ce que tu as raconté? Et pourquoi pas? Moi, je suis pas moins victime que tu es. Tu crois que me faire une pipe par une minette au sein de 26 ans, ça soit une expérience incroyable? J'arrive pas à le croire. Tu me dramatises. Je ne te dramatise pas du tout. Est-ce que tu essaies de te dire qu'une fois par semaine, depuis 4 mois, que tu as une fille dans un hôtel? Arrête, c'est dément, j'ai pas... Non, bien sûr, c'est pas... Mais non, j'ai mon appartement. Bonjour docteur, je suis un peu en retard. Oh, monsieur Barber, enlevez votre manteau, entrez. Il faut saluer le professionnalisme. Très pro. Je peux plus. J'ai perdu le sommeil. Je ferme plus l'œil de la nuit. Il faudrait que je quitte mon job, mais j'arrive pas à me décider. Peut-être parce que mon beau-frère me catarrhite trop les gars. Mais négocier pour lui me secoue, c'est trop lourd sur le plan émotionnel. Vous n'écoutez jamais, monsieur Barber. Quoi? Donc j'ai vérifié, mais c'est vrai, au niveau de l'éthique, on ne laisse pas de patient. Continue, monsieur Barber. Vous avez perdu le fil, vous étiez en train de demander de quitter votre job. Vous savez, j'en ai discuté avec ma femme. Bien qu'elle semble au premier abord être plutôt pour... Je sais qu'elle préférait que je reste. Elle idolâtre Gordon. C'est vrai, ils sont ensemble tout le temps. Ils ne pourraient pas se passer de lui. Et c'est pour ça que... Attends une seconde, monsieur Barber. Encore? Je vous entends traîner du couloir, préparez pas. Je veux que tu foutes le camp, tu entends? Je veux que tu prennes toutes tes putains de saloperies d'affaires et je veux que tu foutes le camp d'ici. Tu sais, je n'arrive pas à comprendre pourquoi la plus intelligente des femmes n'est pas capable de faire la différence entre une insignifiante passion sexuelle ardente et le confortable train-train d'un bon mariage solide. Il faut savoir qu'il a été la seule ou s'il y en a eu d'autres. Non, Émile Pollack a été la seule, et puisse Dieu me foudroyer sur place si je mens. Tu es un athée, Harry. Oui, on est tout seul dans l'univers, tu vas me rendre responsable de ça. C'est toi qui t'es détourné de moi la première. Oh, ça va. Non, j'ai déjà inventé que des femmes enfantes, que c'était leur faute. Il y a une certaine période où ces hormones s'absorbent, en quelque sorte. Ah oui, ça, je Mais sais. ça se tasse. Ok, c'est quoi? Tu me dis que ça se tasse, j'accepte ça. Tu acceptes ça. Oh, le truc était vraiment complètement dingue. Calme-toi. Bon, Dieu. C'est pas parce qu'on est malheureux en ménage qu'on trompe l'autre. Et avec ma passion. Hey, C'est sacré entre ma passion et moi. comment tu veux? Qui d'autre je rencontre? Je m'installe, je travaille dans ce bureau, on a le bébé, tu es toujours avec tes patients, on ne va jamais nulle part. Alors tu rejettes le blâme sur moi parce que je ne vais pas avec toi. Imaginez le patient qui attend dans son truc et qui va entendre ses noms. Bref, donc voilà, et donc il y a des scènes ensuite, bien sûr, où on entend
On entend... alors, la question justement de l'analyse filmée au cinéma, elle va prendre une vraie profondeur en 2005. Du jamais vu. En 2005, en Israël, sort une série qui est construite de cette manière, c'est-à-dire que on suit un psy, et à chaque épisode, c'est une patiente différente. Et pendant tout l'épisode, c'est finalement une analyse. L'action qu'on connaissait auparavant dans les autres séries qui se passe finalement de manière extérieure, avec une narration extérieure, avec une trame extérieure, maintenant l'action se déroule au sein de la psyché elle-même. Comment la personne évolue en fonction de ses conflits psychiques. Alors il y a énormément de scènes longues où les patients pleurent, et il ne se passe rien. C'est un vrai défi. Et cette chose-là, vous l'avez certainement connue à travers une reprise américaine de In Treatment. Alors ce que vous ne savez pas, c'est que par contre, ça a eu une retombée absolument mondiale. On va retrouver des versions et des dérivés un peu partout. Donc ça, c'est petit rouge. C'est Israël, Japon, Roumanie, Russie, Argentine. Et alors, Argentine, juste à côté ici, ils ont fait très très fort. Non, mais je ne peux pas. Parce que l'acteur qui joue ici, ils ont pris un ersatz, une copie de la version américaine. Si vous la connaissez. Donc, ce qui est très intéressant dans ce nouveau format qui est surgi aux années 2005, c'est-à-dire qu'avant, lorsqu'on filmait une analyse, elle était filmée de manière soit humoristique, comme l'a présenté Woody Allen, et c'était d'ailleurs pour ça que Freud n'aimait pas trop le cinéma. Il avait peur que le cinéma apporte un côté décrédibilisant pour la psychanalyse. Soit de manière humoristique. Et il y a eu pléthore après justement ce mouvement repris dans le monde entier finalement de se concentrer sur l'analyse et sur l'action au sein de la psyché. Ce qui fait qu'il y a à peu près une trentaine de pays qui ont produit eux-mêmes leur version de In Treatment, leur version de... évidemment, ça interroge la sphère de l'intime. Évidemment, il faut replacer ça à notre siècle, c'est-à-dire à notre époque. Il faut se souvenir que le succès de la psychanalyse dans les années 20 et les années 30, c'était un succès littéraire. Aujourd'hui, finalement, rien d'étonnant que la psychanalyse puisse connaître des succès médiatiques. Certes, le monde a changé, puisqu'on parle bien sûr de la civilisation du livre, de la société du livre, qui a été remplacée par la société écran. Et la société écran perd légèrement cette rigueur de l'apprentissage. Mais, comme Olivier Duris en a parlé tout à l'heure, ce sont finalement des portes qui s'ouvrent et qui permettent de pouvoir aller chercher plus loin, d'avoir finalement une multitude d'invitations. Un peu comme la bibliothèque du nom de la rose dont on parlait. On ouvre quelque chose et on est invité, si on le souhaite, et on a la possibilité de pouvoir se former. C'est à travers ces sirènes-là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, que finalement la plupart des gens vont découvrir les concepts freudiens, les concepts lacaniens et d'autres concepts. Je finirai par une petite citation de Poulichet qui me semble relativement importante. N'oubliez pas, les rêves et les créations nous pensent parfois, bien avant que nous les pensions nous-mêmes, et peut-être nous inventent-ils à leur manière, plus que nous les inventons nous-mêmes. Je vous invite à penser cette citation au regard du cinéma, des médias et de la télévision.